Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est l'interview de Sophie du blog coursdejaponais.com que je remercie énormément pour sa participation. Vous allez apprendre énormément de choses sur l'apprentissage des langues, pas forcément que du japonais, et vous aurez le plaisir de retrouver vraiment quelqu'un de très sympa, très agréable et qui donne envie vraiment d'aller plus loin. Alors, si vous voulez retrouver les informations par rapport au code, par rapport au métier de développeur, vous avez toujours le blog coderpourchangerdevie.com où vous retrouverez du contenu utile mais également d'autres interviews. Abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche de notification, installez-vous confortablement dans votre canapé, c'est parti. Bonjour Sophie, merci d'être là. Merci à toi. Que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, donc je suis Sophie Thomas, professeure de japonais depuis 2013. Et puis, depuis janvier 2020, j'ai lancé ma formation en ligne de japonais, dans laquelle j'accompagne les débutants qui veulent se lancer dans l'apprentissage du japonais entièrement depuis Internet. Voilà, je les accompagne du niveau zéro jusqu'à ce qu'ils soient autonomes pour leur voyage au Japon. Du coup, tu peux enseigner le japonais d'un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu peux nous décrire, nous donner l'adresse de ton blog? Oui, donc mon blog c'est coursdejaponais.com et il y a des tirets entre cours de japonais. C'est vrai que mon parcours, il est un petit peu particulier parce que la plupart du temps, quand les gens sont passionnés de Japon, ça vient souvent soit des mangas, soit des arts martiaux. Il y a aussi beaucoup de gens qui passent par cette porte-là. Moi, c'est différent. En fait, quand j'avais 13 ans, j'ai entendu pour la première fois de la musique japonaise, donc du rock, hein, de la musique contemporaine japonaise. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Ça m'a vraiment mis une énorme baffe et je suis vraiment tombée amoureuse de la musique japonaise, puis du Japon, puis de la langue japonaise. Et ça m'a donné envie de faire ma vie, de construire ma vie autour du Japon. Alors, bon élève, oui et non, parce qu'en fait, mes profs m'ont toujours reproché de choisir les matières dans lesquelles j'avais envie de faire des efforts et celles pour lesquelles j'avais pas trop envie de me bouger les fesses. Typiquement, moi, tout ce qui est littéraire, donc littérature, art, langue et musique, ça, c'est quelque chose qui me passionne et qui me plaît vraiment. Donc, oui, j'avais envie de fournir des efforts pour les langues, pour l'apprentissage des langues. Et tout ce qui était maths, sciences, etc., ça me passionnait pas du tout. Donc là-dedans, j'étais pas très bonne. Alors, est-ce que j'étais bonne en langue? Oui, dans le sens où j'avais envie de fournir les efforts pour travailler là-dessus, mais c'est pas quelque chose qui est inné. Ça se travaille, c'est comme tout, hein. Normalement, on est quand même censé avoir tous à peu près le même cerveau. Voilà. C'est juste qu'on active plus ou moins des zones en fonction de ce qui nous passionne, hein, faut dire ce qui est vrai. Ouais, Je peux prendre pour exemple mon mari qui, lui, déteste tout ce qui est scientifique. Pourtant, il a fait un bac S et il a fait une licence de bio. Hein, donc, d'accord. il en est capable. C'est juste qu'il n'est pas spécialement passionné de ça. Donc, c'est pas une question de est-ce que je suis fait pour ça ou pas, c'est juste une question de est-ce que je fournis les efforts pour le faire. Parce que je pense que concrètement, en étant réaliste, on est tous capables d'apprendre une langue étrangère. Il y a juste plusieurs chemins à emprunter, enfin qu'on peut emprunter, et puis surtout, il y a des méthodes d'apprentissage. Il y en a qui vont avoir méthode, il y a des personnes qui vont avoir une mémoire plutôt visuelle, qui ont besoin vraiment d'être stimulées au niveau, je ne sais pas, des couleurs, des mots, etc. Il y en a qui préfèrent passer par l'auditif, d'autres, ça va être la mémoire de la main. Donc, on peut tous aborder une langue, mais de la manière qui nous convient le mieux. Alors ça, c'est pas une question qui est facile Ouais, je parce sais. que déjà, ça va dépendre vraiment de où on part. Est-ce que je ne parle que français si je suis francophone? Est-ce que je parle déjà d'autres langues ou pas? C'est clair que plus on connaît de langues, plus c'est facile d'apprendre des nouvelles langues. Ça, on a énormément de retours là-dessus de polyglottes qui confirment ça. Par contre, si vraiment je parle que français, j'ai beaucoup d'élèves qui se lancent dans l'apprentissage du japonais et qui me disent, moi j'ai toujours été nulle en langue, je parle pas anglais, je parle pas espagnol, je parle rien du tout, mais j'ai vraiment envie d'apprendre le japonais parce que ça me passionne, parce que j'ai envie de pouvoir échanger avec des japonais et c'est ce facteur-là qui va vraiment compter dans ta progression. Est-ce que tu as envie, est-ce que ça va vraiment changer ta vie en bien d'apprendre une nouvelle langue? Si la réponse est oui, bah du coup, on peut se lancer dans l'apprentissage, on sait pourquoi on le fait. Ensuite, ça va dépendre vraiment de ta méthode,
est-ce que tu prends juste des informations puis tu essaies de te les bourrer dans le crâne à tout prix. C'est pas une très bonne méthode, hein. C'est comme ça qu'on fonctionne à l'école, mais concrètement, le cerveau n'est pas fait pour ça. Voilà, ça va dépendre aussi si tu es sur place dans le pays. Évidemment, si tu es entouré de la langue en question, bah, tu progresses forcément plus vite. C'est normal que si tu restes en France et puis tu parles qu'à des Français. Alors, justement, c'est intéressant parce que dans le livre Fluent Forever, je ne sais pas si c'est un livre que tu connais, mais c'est un livre que voilà, je me suis lancée dans sa lecture parce que c'est vraiment intéressant pour comprendre comment on fonctionne, nous, en tant qu'êtres humains, pour apprendre des langues étrangères. Et il y a un passage qui m'a beaucoup plu, c'est quand il disait que concrètement, un enfant, vraiment un enfant qui ne parle encore aucune langue, il lui faut à peu près 6 ans pour maîtriser sa langue maternelle. Sauf que c'est 6 ans non-stop à lui parler H24 dans sa langue maternelle. À partir de l'âge de 6 ans, on considère qu'on maîtrise plus ou moins notre langue maternelle. Donc 6 ans H24 dans ta langue, c'est assez long comme période. Un adulte, il n'a pas besoin d'autant de temps. Il peut, en quelques mois ou quelques années, à raison de quelques heures par semaine, maîtriser une langue. Donc, si on fait la comparaison, on va dire qu'un adulte apprend plus vite qu'un enfant les langues. C'est juste que les enfants, il y a peut-être moins besoin de répéter. Ça, c'est vrai. Déjà, l'apprentissage que nous, on a, j'allais dire subi, c'est presque un lapsus. Ouais. L'apprentissage qu'on a subi à l'école n'est pas forcément pertinent. Typiquement, moi, ce que j'ai reçu comme enseignement à l'université de japonais, donc j'ai étudié à l'université à Paris, vraiment ça m'a un peu traumatisée, voire dégoûtée du japonais, ce qui est dommage quand on est passionné de ça, parce que vraiment on va te dire, bon bah voilà, tu as une liste de tant de mots de vocabulaire, et puis bah, tu dois la maîtriser pour le lendemain ou pour la semaine prochaine, et du coup tu te retrouves face à ça, en tant qu'étudiant, tu te dis, mais enfin je fais comment pour maîtriser ce vocabulaire? Et bah, on te donne pas les outils. Du coup, moi, voilà, ce que j'ai vraiment fait, ce que j'ai mis à disposition pour mes propres élèves dans ma formation, c'est justement tous les outils qui peuvent t'aider, qui peuvent t'accompagner, qui peuvent hacker, on va dire, un peu ton cerveau en te donnant voilà, des tips pour apprendre plus vite, pour apprendre efficacement. La première méthode, vraiment le premier outil qu'on devrait nous enseigner à l'école, et ça c'est dans n'importe quelle matière, hein, ça marche aussi pour l'histoire, pour tout ce que tu veux, c'est nous parler de la courbe de l'oubli et de la répétition espacée dans le temps. Je ne sais pas si ça te parle un petit peu. Oui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, une information, on la retient à force de se l'entendre répéter ou de la répéter par soi-même. Si là, je te dis tout de suite qu'un chat en japonais, ça se dit neko, si c'est la première fois que tu l'entends, a priori, la semaine prochaine, tu l'auras déjà oublié, peut-être même dans 2-3 heures. Par contre, si je te le répète 1, 2, 3 fois, que tout à l'heure, je t'envoie un mail en te disant « tu te rappelles, un chat en japonais, ça se dit neko » et qu'on en reparle comme ça pendant quelques jours, il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine, tu t'en rappelles. Et si la semaine prochaine, je te fais un rappel, etc., normalement, tu vas t'en rappeler et ça va se mettre dans ta mémoire à long terme. Donc ça, vraiment, cet outil-là de répétition espacée dans le temps, c'est la base de tout apprentissage. Et y a des outils qui sont super bien faits. Typiquement, moi, ce que je recommande, c'est une application qui s'appelle Anki. Donc, c'est une application qui est gratuite sur téléphone. Alors, pas chez Apple, par contre. Elle est payante chez eux. Mais pour ordinateur et pour... j'y arrive plus. Smartphone. Ouais, enfin smartphone, mais pas Android. Tous les smartphones. Voilà. Pour Android, elle est gratuite et c'est l'application que je recommande pour mes élèves qui veulent mémoriser du vocabulaire. Ouais. Je pense que si je l'avais eu en cours, ça aurait été différent. Vraiment, mon parcours aurait été un petit peu plus facilité, je pense. Alors ça, c'est la problématique numéro 1 de mes élèves. Ils me disent « Ah, j'aimerais trop me lancer en japonais, mais j'ai vraiment pas le temps. Dans ma semaine, dans ma journée, voilà, j'ai des enfants, j'ai mon travail, j'ai plein de choses. Je peux pas apprendre le japonais, surtout que le japonais, franchement, ça prend au moins des années et des années avant de pouvoir en faire quelque chose. » Alors, je suis pas totalement d'accord. Ouais. Déjà, il n'y a pas besoin d'avoir 10 ans devant soi pour pouvoir commencer à faire des conversations en japonais. En quelques mois, tu peux déjà être capable de te débrouiller pour un voyage. Et surtout, il n'y a pas besoin d'y passer des heures par jour. Évidemment, si tu passes 5 heures à bosser ton japonais plutôt que 5 minutes, tu auras des résultats plus rapides, ça c'est clair, on ne peut pas le nier. Mais vraiment, pour moi, si tu arrives à dégager ne serait-ce que
10 minutes pour entretenir un peu ton vocabulaire et éventuellement une demi-heure, 40 minutes pour apprendre des nouvelles choses, bah déjà rien que ça, tu vas voir que si tu fais ça tous les jours, au bout de quelques semaines, tu as déjà des résultats qui sont concrets. Et honnêtement, je pense que 10 minutes, même 30 minutes par jour, quand c'est quelque chose que tu as réellement envie de faire, bah, c'est faisable. C'est possible de te dégager 30 minutes par jour. Faut juste revoir un peu ses priorités. Hein. C'est sûr qu'entre 30 minutes de Netflix et puis 30 minutes où tu apprends ta grammaire en japonais, bon bah voilà, le choix est parfois compliqué, mais à long terme, ça dépend de tes projets en fait, hein, concrètement. Alors ça, c'est le plus difficile, je pense, quand on est... bon, je vais prendre l'exemple de la France avec le Japon parce que c'est ce qui concerne la majorité de mes élèves. Quand on est tout seul en France et qu'on n'a pas de japonais à notre disposition, comment on fait pour développer son expression orale? C'est vraiment le point qui est un petit peu le plus compliqué, on va dire, à mettre en place dans son quotidien parce que l'écrit, c'est assez simple. À apprendre, hein, je dis. Hein. C'est pas simple en soi. En fait, il faut vraiment s'immerger au maximum, se forcer à parler, même à parler tout seul. C'est ce que je recommande à mes élèves. Hein. C'est, bon, bah voilà, là, tu as un trajet en voiture de 10 minutes. Bah, écoute, tu racontes ta vie en japonais, comme si tu avais un japonais en face de toi. Tu développes des habitudes, vraiment. Plus tu vas répéter une phrase, au départ, quand on apprend bonjour, bonsoir, merci, bah, au départ, c'est difficile, hein, on ne connaît pas ces mots-là, donc il faut se les répéter quelques fois. Si tu es tout seul dans ta voiture ou tout seul en face de ton miroir, il n'y a personne pour te juger. Donc, il faut vraiment se forcer à raconter des choses. Après, ce qui est intéressant, c'est également d'avoir des retours, de pouvoir se faire corriger, parce que parfois, on raconte des choses, on ne sait pas si ce qu'on dit, c'est bien, c'est faux ou pas. Donc là, il faut vraiment s'entourer soit d'un prof qui pourra te corriger, soit d'un natif, si tu as des amis japonais ou autres, soit sinon, maintenant, on a un super truc qui s'appelle Internet et sur lequel tu peux rentrer en contact avec des gens qui peuvent te corriger. Donc, typiquement, il y a des super applications comme HelloTalk, Hey Native, Tandem, ce genre de choses sur lesquelles tu peux parler ou tu peux écrire aussi des messages et tu as des natifs qui vont te corriger. Et tout ça, c'est gratuit. Alors, pour ce qui est du japonais, ce qui fait peur, en général, c'est l'écriture, parce que c'est un autre système d'écriture. On n'a pas d'équivalent en français, c'est pas le même alphabet. Donc, c'est vrai que la première chose, la première étape, quand on veut vraiment découvrir le japonais, voir déjà si ça nous plaît ou pas, et puis se lancer dans l'apprentissage de manière un minimum sérieuse, ça va être d'apprendre les deux alphabets japonais. Donc, il y en a deux. On va commencer déjà par apprendre le premier. Ça s'appelle les hiragana. Le deuxième alphabet, ce sont les katakana. Et déjà, rien qu'avec ça, on découvre un autre système d'écriture, on découvre la prononciation, les intonations en japonais. Et quand on connaît les deux alphabets, concrètement, on peut à peu près tout lire et tout comprendre. Enfin, tout lire déjà, et ensuite comprendre les mots de vocabulaire et la grammaire. Donc ça, ce serait la première étape. Ça va être d'apprendre ces deux alphabets. Maintenant que tu parles japonais, je parle à la petite fille qui avait envie d'apprendre cette langue et qui maintenant la parle et l'enseigne. Est-ce que tu as découvert des choses nouvelles dans la culture en pouvant lire dans la langue native? Oui, alors au-delà de la lecture, je dirais que c'est vraiment les échanges avec les natifs, avec les Japonais. Parce que bon, le japonais n'est parlé que au Japon. Donc, si on apprend cette langue, c'est vraiment pour s'intéresser à la culture japonaise. Et il y a plusieurs fois dans mon parcours, depuis mes 13 ans, depuis le jour où j'ai découvert la musique japonaise jusqu'à maintenant, où je me suis dit, mais tu te rends compte si l'adolescente que j'étais réalisait ce qui était en train de se passer dans sa vie, mais elle sauterait de joie, quoi, vraiment. Parce que ça m'a permis d'échanger avec mes artistes préférés, de passer, de travailler même avec certains artistes pour lesquels j'avais énormément de respect. Ça m'a permis de me faire des amitiés en or, de découvrir des coins du Japon auxquels j'aurais pas pu avoir accès si je parlais pas japonais. Donc ça ouvre énormément de portes, clairement. Bah écoute Sophie, je te remercie d'avoir participé à cette interview. J'espère qu'elle éclairera beaucoup de monde sur la capacité folle qu'on a d'apprendre une autre langue, le japonais, l'anglais dans l'informatique notamment. Et écoute, je te dis à bientôt. Merci encore. Merci. Je ne sais pas comment on dit, mais je te dis merci. Arigato gozaimashita. Arigato, tu peux dire. Arigato. Merci à toi. Et puis comme message de fin, je dirais juste, si c'est
un projet qui vous tient à cœur de vous lancer dans l'apprentissage d'une langue, franchement, allez-y. Vous êtes votre seule barrière. Vous pouvez le faire, tout le monde en est capable. Et allez-y vraiment étape par étape. Il ne faut pas se mettre la pression. Ça marche. Merci Sophie. Merci, à bientôt. Voilà, j'espère que vous avez, comme moi, apprécié ce moment passé avec Sophie. Vous pouvez la retrouver, vous avez compris, sur le blog coursdejaponais.com. Je vous mets tous les liens dans la description. Abonnez-vous, etc., etc. Vous trouverez tout ce qu'il faut. Je vous dis à très très vite sur coderpourschangerdevie.com. Ciao, ciao!